Bienvenue à tous pour le compte de votre émission Au-delà du rideau qui reçoit aujourd'hui le docteur Bruno Miteo Nyenge qui est chef de la maison civile du chef de l'État. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, vous revenez d'un pèlerinage, comme on peut l'appeler, d'une longue tournée et pénible au fin fond du territoire de Ngandangika. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du développement de Ngandangika. Nous avons jeté notre dévolu sur vous pour parler exactement de ce territoire vert qui souffre. Vraiment, vous avez 30 minutes pour nous dire exactement ce que vous avez vécu. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre tournée? On vous a vu sur les vélos, sur la moto, sur les véhicules, en train de parcourir les coins et recoins du territoire de Ngandangika. Bien, merci pour la question. Le périple ou le pèlerinage, comme vous l'avez appelé, c'est effectivement un apostolat que nous avons eu à faire pendant une dizaine de jours. Dire que c'est pénible, je dirais que c'est plutôt enrichissant, c'est plutôt éducatif. Ce qui a pu motiver notre déplacement, c'est que, comme vous le savez, depuis quelques années, nous avons amorcé ci et là quelques réalisations avec les populations. Et ces réalisations ont pour caractéristique de connaître la participation de populations bénéficiaires. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la population d'un village demande une passerelle, un pont, devant les aider à communiquer de part et d'autre de la rivière ou du ruisseau. Eh bien, nous disons à la population, nous allons apporter du ciment, du matériel qu'on ne trouve pas sur place, mais vous prenez des matériaux locaux, c'est-à-dire vous amenez du sable, vous venez avec des maçons. Alors, nous avons pu, dans plus de 3 entités différentes, réaliser avec les populations certains ouvrages, certaines œuvres. C'est notamment dans le Balouba Shankadi, c'est dans le secteur de Chiamba. Vous avez été même à Balouba Shankadi? Nous avons été à Balouba Shankadi, effectivement, et même dans le secteur de Ngandangika. Alors, docteur Bruno, 3 entités et vous y avez réalisé certains ouvrages. Pouvons-nous connaître lesquels? Il faut dire d'abord, en ordre prioritaire pour moi, c'est ce que nous avons vécu à Balouba Shankadi, entre le centre de Nzaji. Pour ceux qui connaissent Nzaji, Nzaji est situé sur la route Ngandangika, Kalunda Musoko vers Kabinda, la capitale provinciale de l'Omami. Eh bien, à partir de Nzaji, vous parcourez 30 kilomètres en direction du chef-lieu du secteur de Balouba Shankadi. Et le chef-lieu s'appelle Kabang. Eh bien, 30 kilomètres où il n'y a pas de route. Pourquoi il n'y a pas de route? Eh bien, depuis 18 ans, je répète bien, depuis 18 ans, aucun véhicule ne passait par là parce que 2 rivières n'ont pas de pont. Et on note qu'il y a eu des morts, il y a eu des décès, il y a eu des gens qui ont été mordus par des serpents, il y a eu des enfants qui se sont noyés. Eh bien, cette fois-ci, les populations elles-mêmes de Balouba Shankadi, de ces secteurs de Balouba Shankadi, ont exprimé auprès de Dr Bruno Miteo, que je suis, leur souci de voir jeter les ponts sur les deux ruisseaux. Eh bien, les 2 rivières. Eh bien, nous avons eu l'approche que je venais de décrire. Les populations participent, elles apportent les matériaux locaux et Dr Bruno apporte les matériaux importés, à savoir le ciment, les barres de fer, etc.
Et c'est ce qui a été fait. Et nous avons lancé, nous avons inauguré. Les véhicules sont passés. Mais nous sommes arrivés dans un village et nous roulions dans la brousse parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Pourtant, c'est le chef-lieu du secteur, Kabang. Nous sommes arrivés à une dizaine de kilomètres dans un village appelé Ngandou, comme le croco, en Chiluba. Eh bien, quel a été l'étonnement des enfants du village de voir pour la première fois un véhicule arriver là-bas. Depuis qu'ils sont nés, des enfants. En ce 21e siècle. En ce 21e siècle. Et j'ai vu des enfants s'accroupir, se coucher au sol. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Nous regardons le sexe de cet animal. Les enfants cherchaient à connaître le sexe de l'animal. Et l'animal, c'est le véhicule. C'est le véhicule. Une insolite. Et il y en avait 3. Il y avait 3 véhicules. Et les personnes adultes ont laissé couler les larmes. Mais c'est pourtant une zone agricole, une zone pastorale, une zone qui peut produire et dégager les vivres vers les centres de consommation. Donc cela a été plus qu'un apostolat, mais notre joie vraiment d'avoir ouvert ce chemin-là. Docteur Bruno, avant peut-être qu'on évolue, la population vous a contacté pour l'aider à construire les ponts, à jeter les ponts. C'est ça. En tant que qui? Bien, en tant qu'un des leaders du territoire d'Enganèque. Vous savez, le leader, on ne les crée pas, le leader, on le voit au fur et à mesure. Et ils ont dit, ils le prononcent eux-mêmes, écoutez, vous êtes un des leaders de ces territoires. Et nous vous soumettons cette question. Mais cela est arrivé comment? Vous pouvez vous dire, mais comment le docteur Bruno est arrivé là? Eh bien, c'est parce que docteur Bruno a installé dans 606 villages de l'ensemble du territoire d'Nganajika, c'est que nous appelons les antennes de développement de docteur Bruno Miteo. Nous avons installé donc des antennes, des amis de docteur Bruno Miteo, et ces antennes se trouvent dans 606 villages. Et c'est avec ces antennes, en fait, que nous prenons les aspirations des populations. C'est avec ces antennes que nous dialoguons. C'est avec ces antennes que nous canalisons, si vous voulez, les idées de développement et de prise en charge. Et c'est par ces antennes que les populations ont dû ramener à nous leurs desiderata et leurs besoins de pouvoir jeter les ponts. 606 villages, docteur Bruno, ça c'est une première. Alors, comment faites-vous pour vous en sortir? Quelle est votre source de revenus? Ça, c'est une très bonne question. Je sais que certains pensent que je suis riche, que j'ai beaucoup d'argent. Ce n'est pas vrai. J'ai un salaire moyen que je touche, mais je suis organisé. Je me dis de mon salaire, je dois mettre mensuellement, et ça on s'est convenu avec ma famille, mon épouse et mes enfants, un montant à côté qui peut aider pour les actions de développement. Vous savez, les actions de développement dans le milieu là-bas ne coûtent pas tellement cher. Lorsque vous... Un pont, par exemple, docteur. Eh bien, un pont que nous avons jeté là-bas a coûté 6 500 $. En réalité. Parce que les populations ont apporté, si nous voulons bien exprimer, on peut apporter autour de 4 000, 4 500 $. Donc, c'est un pont de 10 000 $. Alors, la population appauvrie qui n'a presque rien, alors par quel mécanisme elle est arrivée à réunir plus de 4 000 $? Mais c'est justement ça, c'est une approche de développement. Lorsque nous décidons avec les populations de jeter un pont, prenons cet exemple précis, eh bien, nous partageons les tâches, les apports. Nous disons, les populations, vous vous entendez pour rassembler le sable, hein? Vous vous entendez pour amener du gravier, vous vous entendez pour transporter les matériaux qui vont arriver dans les environs, le ciment ou les barres de fer, et cela, nous calculons, nous convertissons en argent. C'est du travail, c'est un apport, nous convertissons en argent.
nous aurions pu aller acheter ça ailleurs. Ça nous coûterait quelque chose. Mais effectivement, ça coûte. Donc, il faut valoriser cela. Et c'est comme ça que nous avons valorisé autour de 4 000, 4 500 $. Pour ce que nous apportons en tant qu'amis du docteur Bruno Mitteo dans le cadre du développement, eh bien, c'est facile parce que nous avons des factures. Le sac de ciment, nous en prenons 10, 15. Les barres de fer, les poutres, nous les avons payées quelque part. Parfois, il y a des poutres qui sont abandonnées. Et nous payons le transport, etc. C'est pour ça que ça arrive à ces montants-là. Et donc, c'est une participation de la population à leur propre développement. Quels sont les avantages en dehors de la circulation qui est maintenant fluide? Les véhicules peuvent passer. Je crois que le pont est d'un tonnage un peu plus élargissant. Et on peut aller jusqu'à 7, 10 tonnes. Jusqu'à 10 tonnes, les véhicules passent. Okay. Alors, quels sont les avantages que la population a pu constater après avoir jeté ce pont? Je crois que dans l'immédiat, c'est cette joie de l'ouverture d'une route de 30 km qui n'avait jamais été fréquentée par un véhicule depuis 18 ans. Ça, c'est un premier avantage. Donc, c'est une joie spontanée. Deuxièmement, c'est l'ouverture de tous ces villages le long du sentier qui devient route désormais. Je dois noter que nous avons pu également remettre des outils aratoires, à savoir des houes, des bêches et des pioches à la population pour qu'elles ouvrent la route, pour qu'elles élargissent la route et qu'on voit véritablement qu'il y a une route qui passe. Parce que depuis 18 ans, ils ne pouvaient pas ouvrir cette route, ils se contentaient du sentier. Mais maintenant, et comme la route, comme les ponts sont jetés, eh bien, ils sont en train d'ouvrir les routes. Ça, c'est un avantage. Et l'autre avantage, c'est que les populations elles-mêmes savent et peuvent connaître, estimer le coût de ces ouvrages. Vous savez, en développement, on dit, on ne voit jamais l'importance de ce qui ne vous a rien coûté. C'est-à-dire que ça a coûté quelque chose à la population. Les populations ont apporté leur travail, leur énergie, leur attention. Ça fait que si jamais il y a à réparer, si jamais il y a un sabotage, eh bien, et ces populations vont s'occuper, vont protéger, vont défendre ces ouvrages qui sont des ouvrages réalisés de manière communautaire et commune. Dans 18 ans, aucun passage d'un véhicule? Aucun passage d'un véhicule au XXIe siècle et dans les territoires verts qui normalement doivent pouvoir apporter des vivres. Je n'ai pas fini les avantages. Je dois vous dire aussi que désormais, les gens seront encouragés à cultiver, à emblaver de plus grandes superficies pour pouvoir récolter beaucoup plus. Et puisque la route s'y prête, eh bien, les gens vont pouvoir écouler facilement les produits de récolte. Comme conséquence, à moyen terme et à long terme, eh bien, c'est ce qu'on appelle la croissance économique. Ce qu'on appelle la main-d'œuvre va pouvoir augmenter parce que les gens vont avoir du travail. Le travail de champ. Ils vont pouvoir s'aimer. Ils vont pouvoir récolter. Et cela va avoir un impact économique, l'amélioration des conditions de vie. Il y a plusieurs candidats à la députation nationale et provinciale. Comment se prenaient-ils pour arriver là où vous avez été? Apparemment, vous êtes les pionniers ou les timoniers. Je me pose la même question. Il y a eu élection en 2006, il y a eu élection en 2011, si je ne m'abuse pas, en 2018. Ça fait pratiquement 3 mandats où des élections étaient organisées, 3 cycles. Eh bien, durant les 3 cycles, il y a eu des représentants, des populations. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Je ne suis pas là pour les juger, mais le constat est que, particulièrement à cet endroit là-bas, rien n'a été fait. Et les populations ont pu dénoncer cela. Et peut-être que l'approche est différente, la sienne et la leur et la mienne. Nous y allons par
détecter le besoin à partir des populations. Peut-être que eux, de leur côté, ils détectaient les besoins par eux-mêmes, par intuition. Cela aussi est possible. Possible qu'ils soient allés là où il n'y a pas tellement de priorités. Et moi, je l'ai fait de manière participative avec les populations. Alors, comment ces candidats, est-ce qu'il y a des endroits où ils n'accèdent pas? Parce que, quelles sont d'abord vos impressions avant d'en arriver? Quelles sont vos impressions quand vous êtes arrivé sur place? La population avait-elle voté durant les 3 cycles? La population avait effectivement voté. Et qu'est-ce qu'elle dit de ces élus? Ah, ça c'était quand même un cri la population disait pratiquement qu'elle avait été roulée et que les élus n'avaient rien fait de manière générale et que les élus n'ont rien fait de consistant. Et c'est pour ça qu'ils disent, voilà. Et ça, je félicite les populations. Les populations disent, cette fois-ci, nous allons juger les candidats par leur bilan sur le plan de développement. Mais ils vous diront que le travail d'un député n'est pas déconstruit. Un député... Vous opposez cet argument. Je vais leur dire que lorsque les gens, le représentant de la population, qui est un député, son rôle, sa fonction n'est pas seulement d'aller faire les lois, de participer à l'élaboration des lois, mais aussi son rôle ou leur rôle, c'est de pouvoir aussi faire les plaidoyers pour que les actions de développement s'installent, soient réalisées dans leur circonscription électorale où ils ont été votés. Ils sont en fait des représentants auprès du gouvernement pour faire entendre leurs cris auprès des décideurs. Et les députés ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu que la route n'avait pas été ouverte. Ils ne peuvent pas dire qu'il n'y avait pas de pont. Ils ont vu. Mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait une certaine importance à attacher à cela. Docteur Bruno, là, nous ne parlons pas, nous parlons avec vous d'abord comme fils du terroir. C'est ça. 606 villages. Vous avez dans chaque village une antenne de développement. Une antenne de développement. C'est ça. Bien installée, formée, et qui constitue pratiquement une organisation de dialogue et des canalisations des aspirations des populations. Ces antennes ont quand même besoin de frais de fonctionnement. Je crois que nous avons essayé de mettre dans l'esprit de ceux qui sont dans l'antenne que ce n'est pas un travail salarié. Quand on est membre de l'antenne, on est là pour plutôt comme animateur. D'abord, c'est le rôle d'animation et de sensibilisation et d'éducation auprès des paysans, auprès des villageois. Nous apportons quelques facilités éventuelles dans le cadre des déplacements, surtout pour un des représentants d'un regroupement de 10 à 15 antennes. Au départ, on donnait des vélos pour pouvoir se déplacer, parce qu'ils doivent pouvoir faire des réunions. Déjà 606 vélos. C'est ça. Non, on n'est pas. Non, on n'a pas. Nous regroupons 2-3 villages autour d'une petite coordination avec un responsable, et ce responsable peut se déplacer sur 3, 4, 5 villages. À ce moment-là, on s'est dit, on va vous donner un vélo. Mais lorsque vous vous retrouvez avec plusieurs grappes, c'est-à-dire plusieurs regroupements, eh bien, là, nous sommes allés jusqu'à donner des motos. Et nous avons une vingtaine de motos, il faut le dire, qui permettent d'aller sur des axes qui couvrent jusqu'à 40-50 kilomètres. Et ça a quand même un coût. Mais une moto, c'est quoi? Une moto, en réalité, ça coûte 1200, 1300 $. Et vous n'achetez pas 20 motos en une fois. Vous pouvez dire, voilà, sur une année, tous les 2 mois, j'ai payé une moto. Et donc, au bout de 3 ans, vous vous retrouvez avec un certain nombre de motos. Docteur, je ne dis pas où est-ce que vous avez été durant votre périple, mais je dis où est-ce que vous n'êtes pas arrivé. Très rapidement, pour la dernière visite,
du mois d'octobre, j'ai été en Pouilly visiter des étendues de champs de maïs avec beaucoup de plaisir. J'ai vu comment les populations étaient très contentes. J'ai été à Kalambayi où j'ai visité également des réalisations de captage d'eau, de sources. J'ai été également dans un autre, toujours dans le secteur de Balubachanka, où que j'avais visité, à Mbaolubiji, où il y a également une population très active. Je dois dire que, où est-ce que je n'ai pas été? Non, je crois avoir déjà visité tous les 3 secteurs et toutes les 2 chefferies du territoire de Ngananjika. Et le plus possible, j'essaie de passer pour écouter les populations, mais de manière organisée. Je ne peux pas aller dans tous les 606 villages, mais nous regroupons un certain nombre de villages avec leurs délégués et qui viennent, nous parlons développement et nous échangeons des idées, nous disons qu'est-ce qu'ils peuvent faire et c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, mais également qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire parce que tout ne peut pas être fait par nous. L'État est là. L'État existe. Est-ce que nous pouvons faire un plaidoyer auprès de l'État? Par exemple, nous avons eu à faire bénéficier à un certain nombre de centres de santé du matériel venant de l'État. Et ça, c'est un plaidoyer qui a été fait. Alors, docteur Bruno, vous avez toujours réservé quelque temps de votre précieux temps, s'il faut me le répéter ainsi. Vous faites parfois une visite en Ngandanjika, votre village natal, par an. Une visite. Mais ce n'est pas le cas ces derniers temps. La fréquence a quintuplé même. Parfois, c'est une fois par mois. Récemment, vous y étiez encore pour l'inauguration de la permanence. 2 ou 3 semaines après, vous y retournez pour la visite. C'est quoi la démarche? C'est quoi la démarche? D'abord, je suis actuellement chef de la maison civile du chef de l'État. Je travaille à côté du numéro 1 de la République démocratique du Congo et je suis ce qu'il demande de faire. C'est un homme, une personnalité très active. C'est une personnalité qui nous invite à chacun descendre sur terrain, aller nous intéresser aux actions de développement, aux actions de la jeunesse, aux actions des femmes, aux actions des agriculteurs, des éleveurs, etc. Et donc, c'est sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous sommes devenus encore beaucoup plus actifs. Et s'il est d'accord avec ça, pourquoi pas? Et nous-mêmes, avec notre volonté, nous avons quand même une bonne expérience de terrain depuis une trentaine d'années. Nous avons parcouru tous les territoires du pays. Et donc, forte de cette expérience, nous pensons que pour le territoire d'Ngananjika, nous pouvons nous concentrer davantage, quitte à voir comment la dynamique peut aller ailleurs plus tard. À propos de votre poste, vous l'avez cité, chef de la maison civile du chef de l'État, il y a une polémique qui enflamme les réseaux sociaux. D'une part, ceux qui estiment que vous avez beaucoup de sous du chef de l'État qui vous permettent de réaliser ces actions, et une autre catégorie estime que vous êtes dans la réalisation de ces œuvres de première nécessité pour la population depuis plus de 30 ans. Donc, deux tendances qui discutent sur votre fortune, votre mot. Qu'est-ce que vous en dites? Mais ce que je peux dire, c'est très simple, et vous venez de donner la réponse pratiquement. Depuis plus de 20 ans, nous sommes sur le terrain. Et les images le démontrent, un hôpital général, des écoles construites, des résidences, des ponts, des ouvertures de routes, et tout cela a été fait pratiquement avant que je ne devienne chef de la maison civile du chef de l'État. Et c'est cette dynamique, cette flamme là-bas qui a continué, surtout que je suis à côté d'une personnalité, je l'ai dit et je le répète, qui veut le bonheur du peuple congolais, et même dans son parti politique, il dit
le peuple d'abord. Et cela m'a beaucoup encouragé. Alors, ceux qui disent que je reçois l'argent de la part du chef de l'État, eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent l'argent de la part du chef de l'État, mais qu'est-ce qu'ils en font? Nous, si nous recevons de l'argent du chef de l'État, de la part du chef de l'État, eh bien, nous allons faire des réalisations, et ces réalisations sont visibles sur le terrain. Donc, je crois que le problème n'est pas là, le problème c'est plutôt que nous puissions encourager nos collègues, nos leaders du territoire d'Ngandanjika à pouvoir s'impliquer dans les projets, dans les programmes, dans les réalisations en faveur de nos populations. Certains observateurs estiment que votre pèlerinage, votre long pèlerinage, s'est aussi inscrit dans l'ordre pour des raisons électorales. Ben, ça c'est évident. Vous êtes candidat. Ça c'est évident. J'ai l'obligation d'apporter, de contribuer à la majorité qui est en train de se constituer, une majorité forte et homogène au niveau de l'Assemblée nationale. Je dois pouvoir apporter à mon chef, au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'énergie nécessaire, la possibilité de pouvoir travailler dans la mesure où si cette majorité est bien constituée, elle est forte, eh bien, il va pouvoir réaliser sa vision. Et sa vision, la vision du chef de l'État, c'est la mienne. Et donc, tout à fait normal, je ne pouvais pas rester croiser les bras, attendre que les autres aillent sur terrain, et peut-être qu'ils sont des adversaires politiques à la vision du chef de l'État. Bon, je me suis dit que je dois descendre, et je l'ai fait en âme et conscience. Il ne me l'a jamais demandé, mais j'ai compris que je dois pouvoir le faire. Le chef de l'État ne m'a jamais dit, Bruno, allez sur terrain, allez poser votre candidature. Mais j'ai compris que dans la mission qui est la mienne, et dans la vision que lui-même a pu tracer, il me faut effectivement poser ma candidature au niveau de l'Assemblée nationale pour que je lui apporte une voix, pourquoi pas deux, au niveau de mon territoire d'Ngandanjika. Vous étiez dans le fin fond du territoire d'Ngandanjika. Comment avez-vous trouvé la situation sociale de la population? Une misère et une pauvreté très forte. Une pauvreté, j'ai honte de le dire et de le répéter, une misère très grande. Et vous trouvez des gens qui sont kwashorkoreux dans les territoires qu'on a toujours appelés la zone verte. Vous trouvez des gens, des femmes qui accouchent à même les sols, alors que au XXIe siècle, normalement, cela ne devait pas arriver. Et vous trouvez des enfants qui étudient dans des écoles en paille à une moindre pluie. Eh bien, les enfants sortent. C'est pour ça qu'il faut profiter pour féliciter, remercier plutôt le chef de l'État dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Eh bien, il y a des villages où vous trouvez comme une lumière dans l'obscurité. Vous êtes partout, vous voyez des cases, vous voyez en paille. Et puis tout d'un coup, vous arrivez face à une école, et tout le monde vous connaît, c'est la même architecture partout. Et ça, et il y a même des panneaux solaires. Ça fait que les enfants viennent, ils commencent à étudier la nuit. Ça fait que les gens arrivent tout autour, ils peuvent se regarder, ils peuvent socialiser. Et ça, je crois que c'est quelque chose à apprécier. Et je crois que le chef de l'État, lors de son deuxième mandat, j'estime qu'il va pouvoir continuer le programme de développement de 145 territoires sous plusieurs formes. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Docteur Bruno, dites-nous, et si tous les candidats et même les élus en faisaient autant que vous le faites, avec le peu qu'ils reçoivent comme émolument, Ngandanjika serait devenue une grande ville? Ah, ça c'est pas seulement une grande ville, mais une terre fréquentable. Parce que les gens travaillent et vous savez que le travail anoblit l'homme, anoblit la vie. Et si tous les leaders se mettaient ensemble, et je ne fais que prier pour ça, et j'espère que
va nous voter bientôt dans 2 semaines et demie, eh bien, nous devions normalement nous mettre ensemble, tous les députés, tous les élus, au niveau national comme au niveau provincial du territoire d'Nganajika, nous devions nous retrouver, quelles que soient nos tendances politiques, nous devions nous mettre ensemble parce que nous avons tous la même philosophie, à savoir le bonheur du peuple d'Nganajika. Et donc, nous devons nous mettre ensemble pour voir comment échanger des stratégies, créer des synergies et travailler pour le peuple d'Nganajika. Merci beaucoup, Dr Bruno, pour votre disponibilité. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous vous convions au prochain numéro. À bientôt. Au revoir.